Retrouvez les incorrectibles avec terredefrance.fr, la nouvelle marque solidaire et patriote. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Alors l'émission de la semaine dernière avec Alexandre Juvin-Brunet a connu un énorme succès. Alors ce succès, c'est d'abord le vôtre, vous le savez, et vous nous soutenez de plus en plus. Donc vraiment un immense merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Alors sans plus attendre, je vous présente notre nouvelle invitée. Elle est entrée en politique en 2008 au Front National et en 2012, elle a été élue, elle avait 22 ans, comme plus jeune députée de l'histoire de la République française, rien que ça. Et puis, elle s'est mise en retrait de la vie politique après l'élection présidentielle de 2017. Elle s'est lancée l'année suivante dans, on va dire, l'entrepreneuriat. Elle a créé l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques, l'ICEP, dont elle a pris la direction générale. Et en 2022, donc cette année, eh bien, voit son grand retour dans l'arène politique et lors de la dernière élection présidentielle, puisqu'elle avait soutenu contre toute attente Éric Zemmour. Elle est d'ailleurs nommée vice-présidente exécutive de son parti Reconquête, qu'elle a rejoint le 19 avril dernier. Et alors que tous les observateurs politiques l'attendaient comme candidate aux prochaines élections législatives, elle a annoncé cette semaine qu'elle ne serait finalement donc pas candidate, car vous allez le voir, vous en rendre compte, elle attend une belle nouvelle. Ses prises de parole sont toujours très attendues. Elle représente beaucoup, notamment pour ceux qui espèrent un avenir à la droite dite nationale. Vous l'avez évidemment reconnu, Marion Maréchal, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation des Incorrectibles. Alors, je le disais, Marion Maréchal, avant de revenir sur l'actualité de ces derniers jours et de manière générale sur l'actualité aussi dans le monde, j'aimerais d'abord qu'on revienne sur ce retour, sur ce grand retour en politique donc en cette année, sous la bannière Reconquête, le parti fondé par Éric Zemmour. Alors tout d'abord, avant de vous demander ce qui vous a décidé à revenir, je le disais, dans l'arène politique, j'aimerais que vous m'expliquiez tout d'abord pourquoi vous étiez mise en retrait en 2017. Oui, alors j'avais passé en effet 5 ans dans la vie politique, j'avais été élue députée, j'avais été candidate aux élections régionales en 2015 et j'avais un certain nombre de responsabilités à l'époque au sein du Front National tel qu'il s'appelait avant sa mue, si je puis dire. Et c'est vrai que j'ai décidé de quitter totalement la vie politique en 2017 et donc de ne pas me représenter et de démissionner mon mandat de conseiller régional pour plusieurs raisons, des raisons personnelles, familiales, je voulais avoir un peu de temps pour m'occuper de ma petite fille, des raisons professionnelles puisque c'est vrai qu'après 5 ans, comme vous l'avez rappelé, très jeune dans la vie politique, je voulais connaître le monde de l'entrepreneuriat et du privé. Et très attachée à cette idée aussi du combat culturel, j'avais depuis longtemps en tête cette presque vocation, j'avais envie de dire, de m'engager dans le monde éducatif. Et c'est ce qui a conduit à la fondation de l'ICEP, donc cette école supérieure de sciences politiques et de management, qui est une forme de réponse à la fois au sectarisme intellectuel qui peut sévir trop souvent dans l'enseignement supérieur, mais aussi à l'effondrement du niveau du système en général, et qui donc appelle cette réponse et cette école qui prospère. Et puis la troisième raison, une raison politique, puisque c'est vrai, pour ceux qui s'en souviennent, même si ça date un peu maintenant, j'avais à l'époque un certain nombre de divergences de fond et stratégiques avec la direction du Front National, divergences de lignes. On parlait à l'époque d'un courant au sein du Front National qui n'était pas, on va dire, qui n'avait pas toute sa place, puisque souvent les personnes associées à ce courant étaient bien souvent mis de côté, un peu marginalisées, et qu'ils n'avaient pas d'espace pour vivre. Et puis une différence stratégique importante aussi, puisque d'ores et déjà à l'époque, je défendais cette idée d'union des droites, le fait de pouvoir tendre la main à certains LR et au camp national en général, convaincus, et toujours convaincus aujourd'hui d'ailleurs, que dans nos institutions, un parti politique, aussi talentueux soit-il, ne peut pas vaincre seul, et qu'il nous faut donc des alliances pour parvenir à la victoire, autour bien sûr des fondamentaux idéologiques. Et donc à partir de là, pour toutes ces raisons cumulées, j'ai décidé de partir. Comment vous avez vécu ces années hors, on va dire, de la politique ?
plutôt bien. Alors déjà, en réalité, je me suis mis totalement en retrait parce que je n'étais même plus adhérente du Rassemblement national. Ça a été un retrait complet pour reprendre justement totalement ma liberté. Donc j'ai goûté une liberté de ton, d'action, de pensée. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas toujours été de mise lorsque j'étais au Front National, parce que c'est vrai qu'il y a une culture de discipline assez forte, que j'entends par souci d'efficacité, mais qui peut parfois être un peu étouffante. Enfin, vous restiez quand même une personnalité d'influence de la droite nationale. Je m'autorisais quand même à avoir dans la mesure du possible, une pensée propre et l'exprimer, mais c'est vrai que voilà, il fallait quand même ménager les susceptibilités malgré tout, et c'est vrai que j'ai pris goût, d'autant plus que j'ai découvert, vous l'avez dit, le monde de l'entrepreneuriat, donc avec toutes ces bons côtés et ces difficultés sur le plan comptable, financier, humain, administratif, et surtout j'ai été très enthousiasmée par la satisfaction concrète en parallèle de la frustration que je pouvais avoir peut-être pendant 5 ans en étant un député d'opposition, d'un inscrit assez isolé, où j'avais le sentiment parfois de pas avoir la main finalement sur grand-chose, si ce n'est dans le monde des idées et dans le débat d'idées en général. Là, c'est vrai que j'avais la satisfaction de voir ces jeunes étudiants grandir, progresser sur le temps de leur cycle et parfois après réussir professionnellement, s'engager, voire pour certains s'engager en politique. Et donc ça, on va dire que ça a compensé un peu les frustrations politiques que j'ai pu avoir pendant quelques années. Bon, et puis alors, comme je le disais, en 2022, donc cette année marque votre grand retour dans l'arène politique. Et là, contre toute attente, vous avez décidé de vous engager aux côtés d'Éric Zemmour et non pas de votre tante Marine Le Pen. Alors, pour enfin définitivement un peu lever tous les malentendus, pour ceux qui avaient été surpris de ce ralliement, comment ça s'était passé ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Comme je vous le disais, moi de toute façon j'avais quitté le Rassemblement national depuis longtemps, je n'avais plus d'engagement, donc d'une certaine manière, sauf à considérer que j'aurais eu un devoir un peu génétique à l'égard de ce mouvement, de fait je n'étais pas tenue par un quelconque mandat ou autre. On a beaucoup parlé de loyauté, est-ce que c'était oui, mais en l'occurrence je ne crois pas avoir été déloyale, puisqu'une fois de plus, je n'avais pas de mandat, j'avais pas d'engagement, j'avais quitté le Rassemblement national, j'avais exprimé des divergences. Dès 2020, d'ailleurs, j'avais dit que, je ne rejoindrais pas. Voilà. Alors après, la question familiale, mais vous savez, en politique, c'est toujours pareil. On ne fait pas ses choix d'idées en fonction ou de convictions en fonction de ses attaches familiales. D'ailleurs, Marine Le Pen elle-même a fait des choses qu'elle pensait justes à l'époque, lorsque elle évince son père du mouvement, lorsqu'elle, d'une certaine manière, elle combat aussi la ligne à laquelle je participe à l'intérieur du mouvement, sans tenir compte de nos relations familiales. C'était de la politique, voilà, elle a défendu, et je le crois légitime à l'époque, ce qu'elle pensait juste et ce qu'elle pensait pertinent. Bon, c'est ainsi, donc maintenant, je pense avoir éviter au maximum de mettre cette dimension personnelle sur la table durant la campagne. Vous êtes reparlé toutes les deux. Mais il y a des choix de conviction. Je ne vais pas sur ce terrain-là parce que une fois de plus, je ne crois pas que ça intéresse beaucoup les gens de savoir quelle est la nature de mes relations avec Marine Le Pen sur le plan personnel, j'entends. Mais en tout cas, c'était vous dites inattendu, mais d'une certaine manière, pour le coup, les journalistes ont quand même convenu qu'il y avait une cohérence dans ce choix. Une cohérence puisque d'une certaine manière, Éric Zemmour, pour l'essentiel, répondait à la ligne et à la stratégie que, une fois de plus, je défendais d'ores et déjà au Rassemblement national à l'époque. Il est vrai qu'il eût été beaucoup plus confortable pour moi de rester en dehors et de choisir la neutralité, l'observation. C'est ce que beaucoup m'ont conseillé, y compris dans mon propre entourage. Mais vu l'enjeu de cette présidentielle, vu l'opportunité, l'espoir qu'a suscité cette nouvelle offre politique, je ne me voyais pas rester en simple observatrice et ne pas jeter mes forces dans la bataille, et d'où ce choix que j'ai fait lors des dernières semaines de l'élection. Alors, à l'heure actuelle, quel est ce bilan que vous faites, en tout cas dans un premier temps, de ce résultat, là aussi, plutôt inattendu, d'Éric Zemmour à la présidentielle? Beaucoup pensaient qu'il allait faire beaucoup plus. Je pense que ça a été évidemment une déception pour vous également. Comment vous l'expliquez? Est-ce que vous avez eu le temps un petit peu de prendre du recul là-dessus, de revenir sur de toute cet façon, épisode? il faut, dans tous les cas, il faut faire des bilans post-élection. C'est ainsi qu'on progresse et qu'on avance. Alors, c'est le paradoxe de ce score. En réalité, on peut le regarder de deux manières. Il est décevant si on le compare au potentiel électoral qu'on a pu voir dans les sondages à un moment, dire que la veille de la guerre en Ukraine, en fait, Éric Zemmour croise les courbes avec Marine Le Pen et devient le qualifié au second tour. Et à ce moment-là, il a en effet un électorat
Et ça, c'était un vrai succès de sa campagne. Il a à la fois un électorat venu du LR, du RN, des orphelins plus général, perdus dans l'abstention. Il a, contrairement à ce qui est souvent dit et répété par les journalistes à ce moment-là, y compris des Français plus modestes, des classes populaires, il est parmi les premiers chez les ouvriers, les agriculteurs, donc il y a quelque chose qui se passe. Bon, la guerre en Ukraine arrive et on y reviendra et les choses basculent et changent. Donc, eu égard à ces sondages, évidemment, le score est décevant. Si on regarde en revanche sur le temps long politique et le temps objectif, en réalité, parvenir à faire en 5 mois seulement 7%, devenir le premier parti de France avec près de 125 000 adhérents aujourd'hui, le premier mouvement jeune de France, réussir, parce que c'est un fait, à rallier beaucoup de profils divers, parce qu'Éric Zemmour, il est parti seul, en septembre, enfin il débute sa tournée littéraire et puis il est officiellement candidat en novembre, mais il arrive à constituer en quelques semaines une équipe malgré tout, et en cela c'est un succès, quoi qu'on en dise, et c'est assez spectaculaire et c'est assez inédit dans la 5e. On a vu quelques départs néanmoins depuis les résultats de cette présidentielle, notamment Jean Messia, qui était, paraît-il, un de ses proches, qui est parti. Mais c'est pas un départ politique, il s'en est expliqué assez longuement. En fait, c'est parce qu'il fait un choix professionnel différent et un choix professionnel qui n'est pas compatible avec le fait de pouvoir continuer un engagement politique au sein de Reconquête. Mais il a bien précisé à plusieurs reprises qu'il restait non seulement un ami d'Éric Zemmour, un soutien, on va dire, idéologique et politique, mais qu'il ne pouvait plus se permettre de s'engager. Donc non, je pense que là-dessus, ça a été... Il n'y a pas de fuite des lieutenants au sein de Reconquête? Non, pas du tout. Au contraire, même les coudes sont plutôt resserrés, si je puis dire. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a 550 candidats qui ont été investis pour cette élection. C'est assez spectaculaire pour un jeune mouvement. Une fois de plus, on s'en rend pas compte, mais en parallèle, par exemple, le Rassemblement national en a 569. Donc, on voit que c'est quand même un tour de force impressionnant. Des candidats dont à peu près un tiers viennent du RN, un tiers viennent de LR et le dernier tiers, un petit peu plus, sont des nouveaux candidats, donc des candidats tout jeunes, si je puis dire, dans l'exercice politique. Et pour cela, on a eu plus de 1300 candidatures. Donc il y a quand même un engouement indéniable et une volonté manifeste de voir ce parti prospérer et s'insérer durablement dans la vie politique. Et vous n'en ferez pas partie, donc vous ne serez pas candidate, vous l'avez annoncé cette semaine, donc législative. Vous pouvez rappeler la raison? À regret, pour une raison personnelle simple, c'est que je suis censée accoucher le jour du 2e tour de l'élection. Et pour avoir mené cette campagne en 2012, je sais que c'est une campagne qui demande beaucoup d'investissement personnel, de présence sur le terrain, de rencontres, et que c'est une campagne difficile, puisque évidemment, face à des candidats tels que nous, c'est-à-dire ceux du camp national, tous les coups sont permis. Donc je ne me voyais pas mener cette campagne, prendre des coups, ne pas pouvoir les rendre et ne pas pouvoir mener à 100% cet objectif. Donc j'ai préféré, à regret, mais éviter d'être candidate. Et vous allez accompagner quelques candidats, exactement, les soutenir, assister à des meetings. Et puis évidemment, continuer d'exercer le rôle de vice-présidente aujourd'hui qui est le mien. Il y en a beaucoup, des vice-présidents à Reconquête. Il y a Nicolas Bay, il y a 3 vice-présidents exécutifs, en effet. Et Guillaume Pelletier, c'est ça? Et Guillaume Pelletier, exactement. Comment ça se passe? Parce que est-ce qu'il n'y a pas une guéguerre, un peu d'égo, comme on le voit souvent dans les partis? Beaucoup ont spéculé sur, évidemment, votre arrivée, puisque, on le sait, vous représentez, je le disais, beaucoup dans l'opinion de cette droite dite nationale. Pour trouver ses marques, c'est ça? Écoutez, je vais vous dire non, pour une raison simple, c'est que moi, au départ, quand je suis arrivée et que j'ai soutenu Éric Zemmour, je n'ai pas directement adhéré à Reconquête. Je ne suis pas rentrée dans le mouvement, j'ai soutenu le candidat. Ni demandé un poste. Voilà, exactement, j'ai pas pris de poste, j'ai pas été payée pendant la campagne, tout ça, je suis arrivée en simple soutien. Pour une raison simple, c'est précisément que j'avais été un peu échaudée par le fonctionnement, le vécu que j'avais eu justement de mon passage dans un parti politique il y a quelques années, et je n'avais pas envie nécessairement de me retrouver là-dedans. Et en découvrant l'équipe, en découvrant l'état d'esprit d'Éric, sa volonté de faire vivre les sensibilités, de les laisser s'exprimer, d'y voir des forces complémentaires et non des concurrences malsaines ou une remise en cause d'une quelconque autorité. J'ai été rassurée de ce point de vue-là, et c'est à ce moment-là, et donc après les élections, que finalement je décide de dire je suis à l'aise avec cette manière de fonctionner, je rentre complètement et finalement je mets 100% de mon énergie dans la construction de ce jeune mouvement plein d'avenir.
Alors, venons-en justement à cette actualité proche, celle des législatives et à cette politique politicienne, parce qu'il faut bien en faire. Justement, il y a un véritable sujet sur l'alliance potentielle entre donc, votre parti Reconquête, donc désormais, et le parti de Marine Le Pen, donc le Rassemblement national. On a vu que cette alliance a été rejetée par les cadres du RN. Est-ce que vous pensez qu'une telle alliance pourrait finalement avoir lieu ? Et à défaut d'avoir lieu au niveau des appareils politiques, est-ce que dans les urnes, elle pourrait avoir lieu ? Quel est votre regard là-dessus ? Alors je pense que maintenant il faut faire le deuil de cette alliance. Je veux dire, pendant une dizaine de jours, en effet, Éric Zemmour a été à l'initiative de cet appel à l'union. Enfin, après lui avoir dit le soir du second tour quand même que ça faisait 8 fois que vous savez, Le Pen perdait l'élection présidentielle. Est-ce que c'était la bonne attitude à avoir pour... Non mais moi je ne vais pas vous dire que je suis fan de la formulation de cette phrase pour des raisons qui vont sembler évidentes. Après, je pense qu'en politique, il faut savoir être un peu intelligent et se détacher des propos d'estrade. Je veux dire, si chacun devait faire l'archéologie des petites phrases désagréables qui ont été dites de part et d'autre durant la campagne, bon, on ne s'en sort jamais. Et d'ailleurs, il y en a un pour le coup qui aurait dû être personnellement vexé, si on s'en tient à cela, qui a su avoir un peu de vision, c'est Jean-Marie Le Pen, qui lui-même a dit il faut se rassembler, il faut être intelligent, parce que l'enjeu, quand même, il faut le mesurer, et de cette alliance qui aurait pu se faire si le Rassemblement national avait accepté, et éventuellement quelques candidats de LR compatibles, eh bien, c'est que nous aurions pu espérer au mieux, enfin au pire, si je peux dire, en tout cas dans le moins mauvais des cas, être peut-être le premier groupe d'opposition, voire même atteindre une majorité relative, ce qui aurait été inédit, si vous voulez, dans l'histoire. C'était une opportunité historique, parce que justement, entre Reconquête et le Rassemblement national, une partie des LR, et puis Debout la France avec Dupont-Aignan, 31, 32, voilà, 33, il y a des électorats complémentaires, en fait. Donc voilà. Et c'est ce qu'a très bien compris, par exemple, un Jean-Luc Mélenchon, qui lui fait l'alliance avec toutes les gauches radicales, des écologistes, en passant par le Parti socialiste, en passant par les communistes, alors même qu'on aurait pu imaginer qu'ils tiennent durablement grief à Fabien Roussel, président du Parti communiste, de l'avoir empêché d'arriver au second tour, puisque mécaniquement, c'est ce qui s'est passé. Et or, il a dépassé ça, et aujourd'hui, il arrive à inscrire un récit, à se positionner, ce qui est quand même terrifiant, comme premier opposant à Emmanuel Macron, comme potentiel Premier ministre. Vous y croyez à ça, ou ça vous fait peur ? En tout cas, alors Premier ministre, je ne sais pas, il faudrait qu'il obtienne une majorité. Les projections semblent quand même un peu compliquées, mais en revanche, il peut, et ça c'est le scénario qui malheureusement se profile, il faut en avoir conscience, devenir le premier groupe d'opposition derrière une majorité obtenue par Emmanuel Macron. Donc avec derrière, en effet, quelques dizaines au mieux de députés du camp national qui finalement risquent de faire la figuration pendant 5 ans. Donc moi, ce que j'ai envie de dire maintenant, puisqu'on a compris, après toute la bonne volonté du monde, les mains tendues, les signaux envoyés par Reconquête, qui ne met pas de candidat face à Marine Le Pen, pas de candidat face à Éric Ciotti, pas de candidat face à Dupont-Aignan, c'est refusé de manière obstinée. Je dis fermement à tous ceux qui aujourd'hui sont responsables du refus de cette alliance qu'ils se rendent compte de ce dont ils seront peut-être comptables le 12 et le 19 juin prochain, si en effet Emmanuel Macron a de nouveau une majorité. Oui, mais pardon, Marion Maréchal, moi j'ai envie aussi de vous demander de réagir à ceux qui, peut-être à assez juste titre, peuvent vous rétorquer que ce serait plutôt à Reconquête de s'écarter au profit du Rassemblement national, qui a été largement en tête lors de la dernière présidentielle. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, ça, je sais que c'est l'état d'esprit du Rassemblement national, et c'est ce que je critiquais déjà à l'époque. Ça n'est pas vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. C'est-à-dire que dans un système politique, il faut accepter d'avoir des alliés et pas nécessairement des ralliés. C'est-à-dire qu'un parti politique n'a pas vocation... C'est le plus faible, vous le disiez, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas Fabien Roussel qui aspire à diriger cette coalition. Mais Éric Zemmour n'a jamais aspiré à diriger cette coalition, c'est ça où il y a... Non, mais enfin, à donner les axes du programme. C'est plutôt Mélenchon qui donne les axes de la discussion autour de l'Union, non ? Sauf que, pardon, mais Éric Zemmour n'a jamais prétendu vouloir être le chef de file. Il a fait cet appel, il a dit il faut se rassembler, mais tout le monde avait convenu, et à Reconquête, et on l'a tous dit très clairement, qu'il est évident que les modalités de cette alliance se feraient en fonction du poids électoral de chacun, et donc naturellement, le Rassemblement national avait vocation avec le chef de file. Enfin, je veux dire, c'est logique, c'est naturel, et personne n'en discutait. Certains ont tenté de faire croire le contraire pour trouver prétexte au refus, mais c'est évidemment logique. Moi maintenant... Sur la ligne, il y a quand même des divergences entre Reconquête et le Rassemblement national. Eh bien, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que le refus de cette alliance
a permis et permet encore de clarifier un certain nombre de choses. Et je dois dire que je suis assez effrayée par ce qu'elle révèle de l'état doctrinal de certains courants, on va dire, dans le camp national au sens large. Ça veut dire qu'on a d'un côté Marine Le Pen qui fait une déclaration avant-hier en disant, et c'est très intéressant, vous comprenez, je ne peux pas m'allier avec Éric Zemmour parce que ce serait trahir mes électeurs. Bon, chose surprenante, alors que vous avez peut-être vu qu'un sondage, plusieurs d'ailleurs récents sont sortis, expliquant qu'une immense majorité d'électeurs du Rassemblement national, comme une immense majorité d'ailleurs d'électeurs de Reconquête, et une partie très importante d'ailleurs, y compris des électeurs du LR, étaient pour cette alliance. Donc je ne sais pas où il y aurait trahison, mais bon, admettons. Je trahirais mes électeurs parce que vous comprenez, si jamais je contribue à faire élire des députés donc issus de Reconquête, ils voteraient pour une réforme des retraites. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'alpha et l'oméga du combat national, l'alpha et l'oméga de la doctrine du camp national, c'est la réforme des retraites. C'est ça notre point de clivage et le sujet central. Permettez de me dire que je trouve ça un peu surprenant. Je ne dis pas que les sujets économiques ne sont pas importants, je ne dis pas que la réforme des retraites n'est pas un sujet important. Pour Marine Le Pen, c'était le pouvoir d'achat, le sujet, on va dire, principal, ce qui ne semblait pas être le cas d'Éric Zemmour. La question sociale semble plus importante du côté du Rassemblement national que du côté de Reconquête. On y reviendra, mais ce que je veux dire, c'est que je crois quand même que les électeurs, les millions et les millions de Français, 2,5 millions pour Éric, mais au-delà de ça, 14 millions d'électeurs de droite en général. Et 13 millions, on va vous dire, Jordan Bardella, qui votent à droite. Non, mais Marine Le Pen au second tour. Qui votent à droite ont aussi pour moteur, si ce n'est premier ou en tout cas central, la question de l'identité, la question de la souveraineté, la question de la sécurité, la question de l'avenir de la France, la dimension civilisationnelle et cette angoisse existentielle qui nous anime tous et dont on voit chaque jour la dégradation par différents faits divers. Donc si vous voulez, c'est très révélateur, mais c'est aussi révélateur côté les Républicains. On voit... D'ailleurs, émerger aujourd'hui, toujours ces deux courants au sein de LR, une partie aspirée par la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron, une autre qui tente de vivre de façon autonome, d'autres en réalité qui pourraient être on va dire les plus compatibles avec nous. Je pense notamment à des profils comme David Lisnard, François-Xavier Bellamy, certains disent Laurent Wauquiez, qui eux, d'une certaine manière... Vous pensez qu'ils pourraient vous rejoindre, notamment Laurent Wauquiez, certains dont le profil est, on va dire, à la droite des LR, Éric Ciotti. Je vais vous dire, je suis dubitatif. Pourquoi ? Parce que d'ailleurs maintenant c'est clairement exprimé dans la presse. Ce sont des profils qui aujourd'hui se disent je laisse passer la tempête des législatives, et puis nous allons reprendre la main sur le parti avec le congrès d'automne, et puis nous allons reconstituer un grand parti à droite, et c'est formidable, et puis nous allons finalement redevenir un vrai parti de droite. Mais si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est quand vous écoutez David Lisnard, qui est un homme manifestement cultivé et intelligent, et que vous creusez un peu cette fameuse ligne qui est censée les qualifier, c'est que au-delà de la question de la débureaucratisation, c'est quand même assez limité, si vous voulez, comme ligne politique. On a le sentiment que c'est une forme d'économisme. Or, je ne crois pas que la droite se résume à la question économique et à la question de la débureaucratisation. Or, c'est un peu le point, on va dire, central, avec quand même une relative timidité sur les autres sujets. Et surtout, je vais vous dire, je vais vous surprendre, mais je ne crois pas du tout à cette hypothèse d'une résurgence par le biais de ces personnalités, malgré leurs valeurs personnelles ou leurs qualités respectives, d'une résurgence des LR dans ce cadre-là. Pourquoi ? Parce que je pense que Nicolas Sarkozy a raison. Je vais vous surprendre. Alors, Nicolas Sarkozy, vous l'avez vu ces derniers temps, a fait une grand appel aux Républicains en disant « rejoignez la majorité présidentielle ». Évidemment que je ne suis pas d'accord sur le fond. Ça vous a surpris ? Bon, il y a quand même des signes annonçateurs qui ont laissé entendre et puis que c'était quand même pas une hypothèse complètement invraisemblable. Et puis, il a quand même resté assez loin d'un soutien à Valérie Pécresse. Donc, beaucoup de choses... Elle a refusé son chèque de 2 000 €, paraît-il. Donc voilà. Mais... Donc je ne cautionne pas l'idée sur le fond, parce qu'évidemment, Emmanuel Macron est l'antithèse de l'idée que je me fais de la France et d'un projet pour la France. Mais en revanche, Nicolas Sarkozy... c'est intéressant, pardon, vous interrompre là-dessus. S'il y avait un qualificatif à employer d'Emmanuel Macron, vous le qualifieriez comment ?
de traître à la France. Bon, traître à la France, peut-être pas jusque-là. Tout ce qui est excessif et dérisoire, donc je vais peut-être pas aller jusque-là, mais c'est une espèce de technocratie centriste. J'ai même pas envie de dire centre droit ou centre gauche, un centre vide, parce que finalement c'est une espèce de mix entre, en effet, des pôles centristes et puis des bénéfices de carrière immédiats qui trouvent là une voie naturelle dans laquelle s'exprimer, avec finalement pour seule ligne directrice claire, indépendamment de tous les sujets, la question du fédéralisme européen. Je pense que c'est le seul sujet sur lequel on voit de sa part une vision et une cohérence. Il a parlé de souveraineté européenne, d'ailleurs, c'est ça. Ouais, mais on y reviendra. On va y revenir. Mais pour finir juste sur Nicolas Sarkozy, donc il appelle à cette intégration des LR dans La République En Marche. Pourquoi le fait-il ? Et je pense que, pour le coup, Nicolas Sarkozy est un homme qui a un peu d'expérience politique et qui a une certaine vision stratégique. Tout simplement parce que il pense probablement, j'essaye de penser à sa place, mais de voir une cohérence, que finalement il y avait deux choix stratégiques qui s'offraient aux LR. Soit ils acceptaient l'union des droites, avec notamment Reconquête, le Rassemblement National, et ils créaient un écosystème dont ils pouvaient, fort de leur ancrage territorial, devenir un pôle central. Mais évidemment, pour différentes raisons, ça ne nous aura pas échappé, c'est systématiquement refusé pour tous les prétextes possibles et imaginables. Ou ils deviennent un pôle de la majorité présidentielle, dans l'espoir finalement de mettre la main sur le parti d'Emmanuel Macron et de pouvoir récupérer la succession inéluctable qui arrivera en 2027, puisque, vous le savez, la Constitution ne permet pas au président de la République de se présenter plus de 2 fois d'affilée. Donc finalement, Nicolas Sarkozy, il est assez pragmatique. Il se dit plutôt que de rester un syndicat de défense des intérêts territoriaux sans espace politique, puisque coincé entre un Reconquête qui a aspiré beaucoup de ses électeurs, un RN, tout en continuant à avoir des alliances avec les centristes aux législatives, tout en refusant d'aller avec Emmanuel Macron, il n'y a pas d'avenir politique ici. Donc tant qu'à faire, intégrer le pôle présidentiel, mettez la main dessus, placez des gens, faites élire un maximum de gens et récupérez la chose. Donc c'est pour ça que je vous dis que je suis un peu dubitatif sur la stratégie de certains de ces LR qui, je pense, en effet, à court terme, en tout cas malheureusement, ne nous rejoindront peut-être pas, mais qui, selon moi, n'auront pas beaucoup d'avenir dans cette perspective-là, et surtout auront vocation, malheureusement, comme le Parti Socialiste, à disparaître dans les années à venir, y compris dans leur ancrage local, à défaut de pouvoir continuer à vivre et à respirer au niveau national. Alors justement, c'est intéressant parce qu'on parlait peut-être des disparitions de partis. Il y en a beaucoup qui spéculent, peut-être c'est leur souhait, sur la disparition de Reconquête après ces législatives, au cas où vous n'obteniez pas, encore une fois, le résultat escompté. C'est quoi les ambitions de Reconquête pour ces élections législatives ? Donc vous avez 550 candidats, mais objectivement, vous pensez que vous pouvez avoir des élus. Donc on a appris cette semaine, donc Éric Zemmour serait candidat, Stanislas Rigaud également. Voilà, quels sont les objectifs que vous fixez ? Alors, en réalité, il n'y a pas d'objectif chiffré parce que c'est toujours très compliqué de faire des projections et je pense un peu hasardeux. Donc nous, on ne s'est pas donné d'objectif chiffré. L'idée, évidemment, c'est de rassembler un maximum des électeurs des présidentielles. L'idée, c'est aussi de Vous n'avez pas peur que le parti disparaisse si vous n'obtenez pas ou très peu de parti politique ne disparaît pas parce qu'il perd les élections. Enfin, je veux dire, dans ce cas-là... Non, mais s'il n'a aucun député, c'est dur d'exister mais quand pendant même. des années, il y a des partis qui ont existé D'ailleurs, vous l'avez su, oui, sans étiez, députés. Vous n'aviez été que la seule officiellement donc vous savez, le FN. La politique, c'est l'école de l'humilité et de la patience. Ceux qui veulent tout de suite se plantent nécessairement parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Ça prend du temps de convaincre les cœurs et les esprits, c'est logique. Et ça prend du temps de s'ancrer localement, ça prend du temps d'obtenir une légitimité. Donc l'objectif de ces élections législatives, c'est déjà d'être une première étape d'ancrage local, de positionner des candidats qui s'inscriront durablement ensuite dans les élections locales, évidemment de tenter d'avoir des députés, et nous le souhaitons, et de convaincre les électeurs que finalement Reconquête est un vote d'avenir qui permettra de sortir d'une part d'une impasse de marginalité du RN qui nous condamne systématiquement à la défaite, aussi glorieuse soit-elle, et de l'autre, de nous sortir des éternelles ambiguïtés des Républicains. Vous pensez que le RN est condamné à une éternelle défaite ? Parce que Marine Le Pen le soulignait, il y a quand même par rapport à la précédente présidentielle, un bond quand même assez spectaculaire, même s'il n'a pas suffi à Marine Le Pen pour être élue, mais si on est fait de présidentielle en présidentielle... Oui, on peut durer 15 ans comme ça, c'est sûr, à gagner à chaque fois. Mais... Ouais, enfin, sauf que là, ça ferait peut-être basculer de 42 à plus 8, ça fait 50, quoi. Le problème, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, une fois de plus, je reste convaincu
plus qu'on ne gagne pas seul. Voilà. Et que, alors c'est peut-être triste, déplorable, mais il faut sortir de cette idée de citadelle assiégée qui consiste à penser que si on travaille avec d'autres et qu'on n'est pas dans la compromission, c'est pas le sujet, mais dans le compromis, dans l'intelligence des différences des uns et des autres, on se renie. Ça n'a aucun sens. C'est à mon avis une culture de citadelle assiégée qui ne fonctionne pas, et ça fait des années, si ce n'est des décennies, que ça ne fonctionne pas. Et je vous le dis d'autant plus librement que moi-même j'y ai participé, et j'y ai contribué, et je l'ai moi-même déploré. Quand j'étais au Front National, donc je suis pas en train de jeter la pierre, puisque moi-même c'est aussi ça fait partie de mon histoire politique. Mais à un moment donné, on ne peut plus se permettre de continuer avec des méthodes dont on voit bien qu'elles n'aboutissent pas à des résultats efficaces au niveau national et au niveau local. Et qu'à un moment donné, une défaite, et je le dis moi-même, j'ai perdu aux élections régionales de 2015, donc je suis à l'aise là-dessus. Je perds au deuxième tour à peu près 45% des voix. Ce qui était quand même néanmoins l'un des scores les plus importants. Oui, très bien, mais c'est une défaite. J'ai perdu. Voilà. À la fin des fins, j'ai perdu. Alors j'ai perdu glorieusement, joyeusement, heureusement, parce que heureusement, c'est-à-dire de manière, tout le monde était heureux de ce score et s'en glorifiait, mais au final, je n'ai pas fait 50+1. Or, l'État de la France nous enjoint, nous contraint à devoir faire aujourd'hui 50+1. Voilà. Et donc moi, aujourd'hui, si je m'engage à la Reconquête, et je réponds par là à votre question, c'est pour faire de cet outil un parti de gouvernement qui a les moyens de vaincre. Voilà. Alors, les fondations sont posées avec ces présidentielles, des fondations intéressantes. Maintenant, il faut construire dans le temps. Et parmi les deux objectifs que nous avons, au-delà des objectifs électoraux qui sont ceux naturels de tous les partis politiques, je crois qu'il y a deux missions que nous devons remplir et qui aujourd'hui ne sont plus remplies à droite. D'une part, faire de ce mouvement une vraie boussole idéologique, c'est-à-dire constituer une vraie doctrine, une ligne qui manque tellement maintenant au camp national, et on en parlait tout à l'heure, qui devient pareil, s'enferme parfois dans des débats un peu technocratiques ou secondaires, ou au contraire s'efface face à la pression du politiquement correct. Donc un vrai courage intellectuel qui permette de redevenir une vraie boussole. Et la deuxième chose, c'est de redevenir un incubateur des nouvelles générations politiques. C'est-à-dire faire en sorte que ce parti détecte, forme et fasse émerger la nouvelle génération de la droite française. Alors c'est intéressant d'ailleurs l'allusion là que vous faites aux nouvelles générations, puisque là je ne vais pas vous demander si vous parlez avec Marine Le Pen, mais est-ce que par exemple, et là ça pourrait être néanmoins assez normal, est-ce que vous en tant que vice-présidente de Reconquête, vous parlez par exemple à Jordan Bardella ? Oui, pour plein de raisons, je connais et j'ai l'occasion de parler à Jordan Bardella. Il nous arrive même parfois de nous retrouver sur les mêmes plateaux. Donc vous savez, on ne s'ignore pas. Et Jordan Bardella est un jeune homme qui a indéniablement du talent. On ne peut pas lui enlever ça. Parce que lui aussi est très jeune. De quelque manière, on pourrait dire aussi que son parcours pourrait un petit peu ressembler au vôtre, parce qu'il est parti quand même très jeune et à un très haut niveau quand même. Mais il a indéniablement du talent. Alors on a manifestement un certain nombre de divergences et stratégiques et idéologiques aussi, puisque lui-même s'est fait activement et obstinément refuser l'alliance pour différentes raisons. Mais je pense que c'est un jeune homme qui a probablement de l'avenir politique, ça c'est certain. Et donc j'espère qu'un jour nous aurons d'une manière ou d'une autre l'occasion... On disait que Stanislas Rigaud avait été approché, c'était vrai ou pas? Des signaux ont été envoyés, mais des signaux qui consistaient à lui demander de quitter Reconquête pour rallier le Rassemblement national. Donc une fois de plus, c'est pas une bonne manière d'envisager un écosystème complémentaire. Donc pour vous répondre sur Jordan Bardella, j'espère qu'un jour nous aurons l'occasion d'une manière ou d'une autre de pouvoir travailler en bonne intelligence ensemble malgré nos différences et dans une forme de complémentarité. Mais à l'heure actuelle, pour l'instant, je crois qu'il est... de toute façon, malgré le fait qu'il soit président du mouvement, je ne suis pas sûr qu'il ait les mains totalement libres sur le mouvement, pour être honnête. Ça a le mérite d'être clair, le sous-entendu. Concernant justement ces nouvelles générations, vous dites ça aussi peut-être parce que, objectivement, vous pensez que les hommes politiques de l'ancienne génération, je pense évidemment à ceux qui sont toujours à des postes importants au sein des LR, auraient le courage éventuellement de franchir le pas et de rejoindre cette union nationale que vous prenez ?
Pas à court terme, manifestement, mais en tout cas, à moyen terme, il faut se donner cet objectif, et à défaut d'y parvenir... Le plafond de verre, il a l'air bien solide quand même. Oui, mais malgré tout, il y a des choses qui ont bougé, et que Éric Zemmour a contribué à faire bouger. Quand vous aviez, par exemple, pendant la présidentielle, vous me direz c'est symbolique, mais les symboles en politique, c'est important. Quand vous aviez des personnes comme Éric Ciotti, donc numéro 2 de LR, ou des sénateurs comme Étienne Blanc, qui n'est pas une figure médiatique, mais quelqu'un de très respecté au sein de son mouvement, ou François-Xavier Bellamy, pour qui ils sont restés fidèles au LR. Oui, sauf qu'ils ont dit, si Éric Zemmour est qualifié au second tour face à Emmanuel Macron, nous voterons pour Éric Zemmour. Et ça, c'est quand même une brèche dans le fameux cordon sanitaire, qui est une brèche inédite, qui ne s'était pas présentée, si vous voulez, de la même manière, pour le coup, pour le Rassemblement national depuis des années. Donc on voit bien quand même qu'il y a des choses qui ont bougé dans la vie politique sur le plan symbolique et psychologique. Et on le voit aussi dans les électorats. Des électorats qui aujourd'hui se retrouvent chez Éric Zemmour et qui ne seraient jamais allés au Rassemblement national et qui, du fait de l'appel d'Éric à voter pour Marine Le Pen au second tour, ont franchi ce pas d'un vote on va dire face à Emmanuel Macron, qui était le vote du moindre mal, qu'ils ont perçu comme tel, puisque c'était pas leur premier choix, mais un Rubicon qu'ils n'auraient peut-être jamais franchi s'il n'y avait pas eu d'abord cette offre de reconquête pour, d'une certaine manière, les amener à ça. Donc, bon, maintenant les choses se sont faites dans cet ordre-là, mais on voit bien que Reconquête a indéniablement a fait bouger des lignes, il a indéniablement parlé à un électorat différent, et de ce point de vue-là, il ne faut surtout pas avoir de complexe, et au contraire maintenant élargir, rassembler, et à défaut de toucher les cadres politiques, toucher les électeurs. Et ça, c'est mon dada depuis des années, je le dis et je le répète chaque fois que je peux, sortir de cette dialectique mortifère qui depuis des années donne le sentiment qu'il y aurait, alors sociologiquement, même s'il peut y avoir des choses vraies, mais que politiquement, les Français des villes n'auraient rien à dire aux Français des champs, les Français des métropoles n'auraient rien à dire aux Français de la France périphérique, les gagnants de la mondialisation n'auraient rien à faire avec les perdants de la mondialisation, et que chacun finalement aurait son camp politique de manière figée et s'affronterait dans les urnes. Je trouve cette approche politique détestable, mortifère. Voilà. Pour moi, quand on est de la droite nationale ou du camp national, et qu'on défend la nation, il ne faut pas oublier que la nation, c'est une synthèse. Voilà. Tout le monde doit pouvoir s'y retrouver. Et donc notre honneur, notre devoir même, au contraire, plutôt que de fixer des clivages, d'accentuer des clivages, de les conforter dans les urnes, il faut au contraire les soigner, les réduire, les dépasser. Et donc faire en sorte de porter un projet dans lequel les gagnants et les perdants de la mondialisation puissent justement se retrouver. Les boomers et les actifs. Les Français de la France périphérique et les Français des métropoles. Et ça, je crois que ça va être aussi c'est ce qu'a tenté de faire Éric Zemmour, qui va continuer de faire sur le temps long, et ce que nous ferons avec lui. Vous pensez qu'il va rester la figure de proue du parti Reconquête dans les années à venir, ou est-ce qu'il laissera peut-être la main à d'autres personnalités? Vous connaissez ses objectifs à ce sujet, il y en a beaucoup qui vous prêtent de grandes ambitions. Est-ce que vous pourriez devenir la leader de ce parti, et pourquoi pas la leader de ce nouveau courant d'idées que vous décrivez? C'est votre souhait, vous, à terme, en tout cas? Alors moi, je n'ai pas, à l'heure actuelle, d'ambition, on va dire, personnelle, et je ne suis pas rentrée dans une stratégie à 10 bandes. Ça n'a jamais été mon état d'esprit. J'essaie d'être utile là où je peux l'être, au moment où je peux l'être. J'ai un rôle aujourd'hui, et Éric me fait l'honneur de cette confiance, important dans le mouvement, puisque je vais être amenée à gérer précisément 3 pôles essentiels, c'est-à-dire le pôle formation, le pôle projet, idée, et le pôle relations internationales, donc qui sont des choses très importantes dans un mouvement, et donc qui rentrent en résonance un peu avec ce que je faisais à l'ESSEP d'une certaine manière, mais aussi en résonance avec les objectifs dont je vous parlais tout à l'heure. On va y venir, mais pourquoi je vous demande ça? Parce que la présidentielle de 2027, elle sera pour Éric Zemmour ou elle sera pour vous? C'est Éric qui en décidera. Enfin, moi, je veux dire, pour l'instant, j'ai pas d'ambition sur les élections de 2027 et je me projette pas jusque-là, parce que je vous dis, je vois toutes les étapes intermédiaires qu'il y a à construire avant de pouvoir atteindre 2027 avec efficacité, et je mets jamais la charrue avant les bœufs. Et je sais que c'est de toute façon une erreur de raisonner comme ça. Parce que cette personnalité providentielle, en tout cas jusqu'à maintenant, elle ne semble pas être ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour. Donc je vous demande ça parce que beaucoup misent sur vous. Arrêtons avec le syndrome de la personnalité providentielle. Aide-toi, la providence t'aidera. C'est ce que disent les jésuites. Donc aidons-nous, débrouillons-nous, et n'attendons pas d'une providence qu'elle nous apporte la solution miracle. Ça ne marche pas comme ça n'a jamais marché comme ça. Enfin, sauf cas exceptionnel
spécial type Jeanne d'Arc, mais nous... Non, mais vous auriez pu mener ce combat d'idées. J'entends ce que vous dites, c'était allusion à Jeanne d'Arc. Justement, Jeanne d'Arc, elle était seule, elle était en dehors du système. Donc est-ce que, finalement, vous avez dû réfléchir, je pense, avant de rejoindre Reconquête, est-ce qu'il n'aurait pas été peut-être plus pertinent pour avoir les coups des franches et mener à bien le développement de vos idées, de rester en dehors de Reconquête et pourquoi pas, à terme, bien de créer vous-même votre formation? Déjà, pour répondre à votre première question, aujourd'hui, Éric Zemmour est ce chef politique, il tient à être ce chef politique et il le sera tant qu'il le voudra. Alors, je suis pas sûre que pour l'instant quiconque pense à 2027, enfin, je veux dire, ce serait ridicule et prématuré d'y penser, mais ce que je veux dire, c'est que lui, en tout cas, est notre chef politique et c'est à travers lui que nous allons exercer toutes ces missions et il n'y a pas de débat là-dessus et il n'y a pas d'ambition qui se confronte à cela et c'est naturel et légitime, donc voilà, donc la réponse est claire. Sur le reste, non, j'ai pas de regrets, si vous voulez, parce que j'ai fait un choix en cohérence. Voilà. Alors après, on peut toujours le critiquer. Éric Zemmour aurait fait 20%, tout le monde m'aurait dit que j'étais la stratège la plus géniale du monde et que c'était formidable. Aujourd'hui, il est à 7, donc la plupart des gens vont dire elle est débile, elle est nulle, elle a rien compris, et puis elle s'est complètement plantée. Voilà, bon. On en reparle dans 6 mois, on en reparle dans 1 an. Attendez de voir ce que nous allons construire avec cet outil. Arrêtez de raisonner à court terme en fonction des analyses ou des critiques des journalistes de gauche ou du temps court. Ça n'a pas de sens politiquement. Moi, je crois à la vertu de la cohérence des convictions. Une fois de plus, je suis rentrée parce que je me retrouvais dans une ligne, dans une stratégie. Maintenant, je suis intégrée à un outil que je crois avec un potentiel très important. Donc maintenant, à nous de prouver que nous sommes les meilleurs pour cela et de convaincre les Français que le pôle d'avenir de la droite française, il est là. Vous pensez que les patriotes, arriveront un jour à prendre le pouvoir en France ? Ah bah sinon je serais pas là, enfin je veux dire je serais restée à l'ICEP ou à faire des pâtes italiennes à mon mari, je sais pas, qu'il les fait mieux que moi. Mais bon voilà, c'est dire si je ne croyais pas que la victoire était possible et qu'on pouvait changer les choses, je ferais pas de politique. Moi j'y crois profondément et je pense simplement qu'il faut changer nos méthodes et notre approche des choses et c'est ce à quoi on va s'affairer. Alors c'est intéressant, la transition est facile après que vous ayez parlé de votre mari donc d'origine italienne. Hein, pas d'origine, italien. Tout à fait, vous avez raison de le souligner. Ouais, peut-être que du coup il aura la double nationalité, non il n'a pas l'intention de prendre la nationalité française, j'ai pas l'intention de prendre la nationalité italienne. Chacun, on est bien chez soi. Bon, en tout cas, votre enfant, lui, aura peut-être les deux. Il choisira, après, voilà. Bon. Il ou elle. En tout cas, votre mari est député européen. Je crois que ça n'aura échappé à personne. Donc, ça m'amène à vous parler justement de l'Europe pour ces dernières parties de l'émission et aborder avec vous ce discours qu'a prononcé. C'était le 9 mai dernier, Emmanuel Macron devant le Parlement européen, donc réuni à Strasbourg en clôture de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et à cette occasion, je le disais tout à l'heure, le président de la République a repris le leitmotiv de la Confédération européenne, qui est une ancienne de la politique centriste. Il a notamment cité le vœu de l'ancien président de la République, François Mitterrand. Quel regard vous portez sur ces positions exprimées par Emmanuel Macron? Il a évoqué, je le disais, une fois n'est pas coutume, la fameuse souveraineté européenne. Une fois n'est pas coutume, en ce qui le concerne, si c'est plutôt une coutume, puisque la souveraineté européenne, c'est son dada depuis le départ, hein, et donc ça signifie, souveraineté européenne, signifie fin de la souveraineté française, parce qu'il ne peut pas y avoir de souveraineté européenne avec un maintien de la souveraineté française. Donc c'est son idée depuis le départ, je le disais tout à l'heure, il a une vraie cohérence de ce point de vue-là, c'est un fédéraliste européen assumé, il veut plus d'intégration européenne, il veut plus de compétences françaises données aux instances de l'Union européenne. Déjà, première remarque, je déplore le fait qu'Emmanuel Macron ait voulu à tout prix prendre la présidence, vous savez, tournante de l'Union européenne pendant les élections présidentielles. Il l'a fait manifestement pensant, et ça a été le cas, s'en servir comme d'un tremplin personnel. Oui, vous déplorez, mais ça c'était le droit, c'était les institutions. Il aurait pu tout à fait y renoncer et reporter ça à plus tard. Résultat des courses, il a pris cette présidence, s'en servant comme un outil de prestige et de légitimité pendant les élections présidentielles. Il n'en a rien fait, parce que, il n'y a aucun bilan à cette présidence française à l'issue des quelques mois où il l'a tenue. Non mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'indépendamment de ça, il n'a fait avancer aucun dossier, il n'a porté aucun désintérêt français, il n'a amorcé aucune remise en cause du fonctionnement du système. Enfin voilà, donc en fait c'est une présidence française qui n'a servi à rien et la prochaine est en 2035. Voilà.
Donc la prochaine présidence française est en 2035. Merci Emmanuel Macron d'avoir, pour votre gloire personnelle, pris cette présidence pour n'en rien faire. Bon, ça c'est une première remarque. La deuxième chose, c'est qu'il a en effet prononcé ce fameux discours, et il a dans ce discours mis sur la table quelque chose de très très important, puisque Emmanuel Macron défend l'idée de revenir sur le principe de l'unanimité pour la prise de décision au sein de l'Union européenne sur un certain nombre de compétences stratégiques, parmi lesquelles les impôts, les finances, les affaires étrangères. Parce que vous savez que le principe au sein de l'Union européenne, c'est l'unanimité. Ça veut dire qu'il faut que tous les pays membres votent la même chose pour que ça s'applique au sein de l'Union européenne. Il y a quelques, évidemment, compétences sur lesquelles il y a de la majorité qualifiée, mais ça n'est pas sur les sujets les plus stratégiques et les plus sensibles. Emmanuel Macron, lui, il dit, bon, maintenant ça suffit, plus d'unanimité, soi-disant parce que ce serait un blocage, et donc maintenant il veut la majorité qualifiée sur tous les sujets, y compris les sujets les plus sensibles que je viens de vous citer. Ça veut dire concrètement quoi ? Que demain, la France pourrait se voir imposer des normes européennes contre ses intérêts immédiats parce qu'elle aurait été mise en minorité au sein du système européen. Par exemple, si demain la majorité qualifiée passe, et que l'embargo sur le pétrole russe, par exemple, est voté, la Hongrie qui pourrait se voir imposer cette décision alors qu'elle est ultra dépendante économiquement et financièrement de ses apports en pétrole. Donc c'est pour vous donner un exemple, si vous voulez, d'un pays qui pourrait mettre en difficulté, j'ai envie de vous dire vitale, parce qu'il serait mis en minorité. Donc ça, c'est vraiment la marque de cette volonté de fédéralisme européen qui est d'autant plus dangereuse que la majorité qualifiée peut se justifier dans un système qui est parfaitement démocratique. Or, l'Union européenne n'est pas une instance qui fonctionne démocratiquement. Ce qui est censé faire œuvre de gouvernement et d'exécutif, c'est la Commission européenne. La Commission européenne, elle n'est pas issue des gouvernements nationaux. Elle n'est pas l'émanation des ministres nationaux. Elle est évidemment pas nommée par des instances démocratiquement élues. Elle est une assemblée de technocrates issus de négociations obscures dans les couloirs entre différents pays. Or, c'est la Commission européenne qui a la seule initiative législative. Ça veut dire que c'est elle qui décide quels seront les textes législatifs qui seront ensuite décidés par le Parlement européen. Et de la même manière, le Parlement européen, vous l'avez vu, alors là, pour le coup, les députés européens sont élus démocratiquement, mais d'une manière qui, évidemment, est très déconnectée de la politique nationale. Vous serez candidate, par exemple, aux européennes ? Vous l'envisagez ou c'est trop tôt ? Ça fait partie des choses envisagées, pourquoi donc pas, vous pourriez être candidate, mais une fois de plus, il reste 2 ans, donc déjà beaucoup de choses vont se passer d'ici là, mais c'est partie des choses possibles. Mais en tout cas, pour vous dire quoi, c'est que voilà, la majorité qualifiée dans un système qui en plus n'est pas un vrai système démocratique est une aberration et malheureusement est éminemment dangereux. Et donc c'est vrai que de ce point de vue-là, on peut s'inquiéter que Emmanuel Macron continue cette œuvre. Alors le président français a également appelé les Européens à engager une réflexion sur une nouvelle communauté politique européenne qui permettrait, au-delà de l'Union européenne, aux nations européennes et démocratiques de trouver un nouvel espace de coopération. Il envisage notamment que cette communauté politique puisse intégrer des pays comme l'Ukraine. Alors quel est votre avis sur cette question en pleine guerre en Ukraine ? Est-ce que vous pensez que l'Europe devrait peut-être aborder cette question de l'accueil de l'Ukraine en son sein ? Alors typiquement, sujet intéressant parce que parmi les sujets qui passeraient à la majorité qualifiée, il y a l'intégration des nouveaux pays. Ça veut dire que demain, il y aurait potentiellement plus besoin de l'unanimité pour que, par exemple, la Turquie puisse intégrer l'Union européenne. Donc voilà, concrètement, un exemple... Et donc l'Ukraine, en l'occurrence. Et donc l'Ukraine, ça veut dire que demain, si la France refuse que l'Ukraine rentre, mais qu'une majorité qualifiée dit que oui, la France pourrait se voir imposer. Alors sur l'Ukraine, sujet intéressant parce qu'évidemment tout le monde compatit à la situation des familles ukrainiennes et au drame que vivent les civils. Il faut savoir malheureusement aussi s'extraire de l'émotion immédiate parce que l'entrée dans l'Union européenne n'a pas simplement valeur émotionnelle ou symbolique ou affective. Elle a des conséquences très concrètes, c'est-à-dire l'intégration mécanique dans l'espace Schengen, et dans le marché commun européen. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Ukraine est un pays qui est
très très loin d'avoir la situation économique et sociale des pays notamment d'Europe de l'Ouest. C'est un pays aussi qui souffre d'énormément de corruption, hein. Bon, tout ça n'existe plus aujourd'hui parce qu'évidemment tout le monde compatit naturellement à leur situation, donc tout ça est mis un peu de côté, mais c'est un pays dont les institutions ne fonctionnent malgré tout pas très bien, qui est gangréné par la corruption, qui a des salaires évidemment 10 fois inférieurs à ce qui peut se pratiquer en moyenne en France, et donc mécaniquement, si vous voulez, leur intégration au sein de l'espace européen créerait une concurrence déloyale absolument majeure, telle qu'on la connaît déjà à l'intérieur de nos frontières avec d'autres pays d'Europe de l'Est. Sans parler de la question évidemment migratoire, puisque mécaniquement, ils sont dans l'espace Schengen, donc la libre circulation s'applique, donc tout ce qui rentre sur le territoire ukrainien, techniquement, peut ensuite librement circuler. Donc je ne crois pas qu'il faille intégrer l'Ukraine à l'Union européenne. Ce ne serait pas dans les intérêts français et dans les intérêts de l'Europe. Et quand nous voyons déjà les difficultés que nous avons à fonctionner efficacement à 27 à l'heure actuelle, je crois que tout élargissement, Ukraine ou pas, de toute façon serait mortifère. Et sur l'Ukraine, pardon de rester sur ce sujet, qu'est-ce que vous pensez de la position de la France et de l'Europe au sens large à l'égard de l'Ukraine en ce moment ? La position de l'Europe et de la France n'est pas tout à fait la même, parce qu'en fait, déjà, la position française est un peu particulière et, me semble-t-il, dans la continuité d'un relatif équilibre. Elle est bien gérée, cette affaire, selon vous, par Emmanuel Macron ? Disons que nous payons, malgré tout, je pense, mais ça c'est sur le long terme, ça n'est pas que du fait d'Emmanuel Macron, soyons justes, un affaiblissement de la voix française depuis des années sur la scène internationale pour plein de raisons, liées au fait que notre appareil militaire a été très très malmené, donc nous ne sommes plus considérés comme une puissance militaire de premier plan par beaucoup d'alliés ou d'alliés potentiels, que notre voie diplomatique a aussi été très largement affaiblie, et on l'a vu avec les affaires sous Emmanuel Macron, par exemple au Mali, au Liban, souvenez-vous l'affaire dans laquelle l'humiliation que nous avons subie avec la commande des sous-marins nucléaires en Australie, la manière dont l'échec aussi d'Emmanuel Macron à convaincre Donald Trump sur l'affaire des accords du climat. Enfin voilà, bon, il y a globalement un contexte général qui pousse l'affaiblissement de la voix française, le fait aussi que nous nous soyons depuis longtemps déjà très largement alignés sur le fonctionnement et l'intégration à l'OTAN, dont vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est quand même très largement sous tutelle américaine et qu'elle est le reflet aussi de la volonté diplomatique et géopolitique des États-Unis. Tout ce contexte-là fait que malheureusement, nous sommes arrivés aussi dans ce cadre en ayant une voix qui avait du mal à porter seule et à être entendue comme crédible et ayant un vrai poids. Bon, malgré d'une certaine manière, la France a, dans la mesure du possible, gardé un relatif équilibre en évitant une espèce de course à l'échalote qui aurait fait de nous potentiellement des co-belligérants, ce qui n'est évidemment pas dans l'intérêt de la France. Maintenant, j'espère que la ligne sera tenue d'éviter à tout prix que les sanctions, notamment sur le plan énergétique, c'est-à-dire l'importation du gaz et du pétrole, pour faire simple, pour l'Europe, soient pas prises de manière précipitée, parce que s'il y a un embargo demain total, ce sont les Européens qui vont le payer très cher. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit bien, y compris les sanctions sur ces domaines-là, entraînent plutôt, on l'a constaté, une revalorisation du rouble et en réalité un gain d'argent malgré la baisse des commandes, puisque évidemment il y a une augmentation de la spéculation de ce point de vue-là. Donc il faut faire attention, si vous voulez, à ce qu'au prétexte de vouloir donner des gages symboliques, on n'ait pas pour conséquence d'avoir au contraire un retour de bâton extrêmement fort sur nos économies et notre population, avec en plus en parallèle finalement des conséquences assez réduites sur la Russie. Vous pensez qu'on est condamné à rester dans cette Union européenne, nous les Français ? On n'est jamais condamné à rien. Enfin, je veux dire, le Royaume-Uni en a été la démonstration éclatante avec le Brexit. Vous pensez qu'un Brexit serait possible en France ? Ce qui est sûr, c'est que si nous avançons vers la majorité qualifiée, tout en gardant un système aussi peu démocratique et aussi opaque dans son fonctionnement, avec une Union européenne qui s'empare toujours plus de compétences en dehors des traités et se permet de mettre son nez dans tout et n'importe quoi, y compris les sujets de société, des sujets dits sociétaux et compagnie, nous créons tout le cadre pour accélérer éventuellement l'éventuelle sortie demain de pays qui verraient leurs intérêts stratégiques lésés ou leur, j'ai envie de dire presque leur âme civilisationnelle remise en cause. Donc moi je crois qu'il n'y a rien d'inéluctable à ce que la construction européenne se fasse telle qu'elle se fait aujourd'hui. Le problème c'est que les deux acteurs majeurs que sont notamment
l'Allemagne et la France, plutôt que d'être dans une logique de remise en cause finalement de ce système pour arriver à une Europe des nations plus efficace, respectant la subsidiarité, concentrée sur vraiment nos intérêts stratégiques en commun, sont plutôt dans une course au fédéralisme qui se fait contre la volonté des peuples. Alors Marion Maréchal, on va arriver au terme de cette émission. Pour terminer, je souhaiterais vous parler d'un drame que nous avons appris il y a quelques jours et qui n'a été que peu commenté. Antoine Aleno, le fils du chef multi-étoilé Yannick Aleno, est mort, c'était dimanche soir dernier, après avoir été percuté dans le 7e arrondissement de Paris par un homme à bord d'un véhicule volé. Le suspect conduisait en état d'ivresse. Il était recherché pour une peine de prison à purger. Comment est-ce que vous avez réagi à ce drame et qu'est-ce que cela dit plus globalement de l'état de la sécurité et de notre système judiciaire en France, selon vous? Eh bien, déjà, en réalité, on en a peut-être davantage parlé que d'autres drames, tout simplement parce qu'en effet, c'est le fils d'une personnalité et chacun a pu du coup communier. On n'en a pas extrêmement parlé. On en a parlé, on va dire, peut-être davantage d'une certaine manière, et tant mieux, parce qu'il est le fils, c'est exactement, ça. Exactement, et tant mieux parce que ça a mis en lumière l'état réel de la société dans notre pays, parce que combien de pères et de mères vivent ces drames malheureusement en France trop souvent, et encore, on parle de ce drame il y a quelques jours à peine. Vous l'avez sûrement vu, un père de famille qui a été égorgé à la sortie d'une école, dans des circonstances un peu troubles et peut-être même manifestement au cri d'Allahu Akbar. Donc il y a quand même des choses un peu, une fois de plus, surprenantes qui se passent dans ce pays. Et on peut d'autant plus déplorer que le sujet de la sécurité finalement a été à ce point balayé pendant la présidentielle, alors qu'il aurait dû être un sujet central. Et en fait, à travers cette affaire, qui est malheureusement une affaire assez récurrente en France, on peut voir plusieurs cas similaires qui ont pu se produire ces derniers mois, ces dernières années, c'est qu'on voit là en fait le résultat du laxisme général de notre système judiciaire, c'est-à-dire que ce jeune homme a pu entraîner la mort, ce délinquant, ce criminel plutôt, a pu entraîner la mort de ce jeune homme grâce à l'impunité dont il était le bénéficiaire, c'est-à-dire que c'est manifestement un multirécidiviste qui aurait dû être derrière les barreaux. Or, on voit bien que notre système carcéral et notre politique pénale est en déliquescence complète. Ça veut dire qu'il y a une majorité de peines qui aujourd'hui ne sont pas appliquées dans notre pays. Il y a, lorsque ces jeunes gens sont attrapés, des peines dérisoires qui sont prononcées et il faut qu'ils passent à plusieurs reprises devant le juge avant de pouvoir espérer éventuellement un jour avoir de la prison ferme. La plupart de toute façon de ces peines, qu'on dit des petites peines en deçà d'un certain seuil, sont requalifiées en d'autres peines et donc dites en peines hors les murs, donc ils ne vont jamais effectivement derrière les barreaux. Et quand ils y vont, de manière générale, ils ne purgent jamais l'intégralité de leur peine puisqu'ils bénéficient quasi systématiquement de remise de peine et de remise en liberté, puisque même durant le Covid, vous savez, il y a 15 000 criminels qui ont été mis derrière les barreaux pour cause de Covid, voilà. Et que nous n'ayons pas assez de places de prison, les juges passent leur temps finalement à gérer la pénurie et les juges d'application des peines à détricoter ce qui a été décidé par le juge en amont. Donc donc à un moment donné, quand vous avez un sentiment d'impunité généralisée, eh bien vous vous retrouvez avec ce genre de sombre personnage qui peut entraîner la mort de jeunes hommes dans une impunité totale. Donc c'est vrai que c'est terrible et pour le coup, admettons que Éric Zemmour avait eu ce mérite pendant la présidentielle d'essayer coûte que coûte de remettre le sujet sur la table et malheureusement ça n'a pas été déterminant. Juste un mot pour rester dans ce domaine judiciaire sur la condamnation de François Fillon. Bon, il a fait un pourvoi en cassation, donc pour l'instant rien n'est définitif, mais ça vous a surpris la condamnation à 4 ans, dont 1 an de prison ferme de François Fillon? Disons que en parallèle de ce qui est parfois jugé en France, indéniablement, c'est ça qui est toujours le contraste, si vous voulez, entre des peines qui semblent parfois être des peines symboliquement assez dures, à côté, en effet, de violences parfois physiques et de récidivistes, dont on a le sentiment, en effet, qu'elles ne sont pas toujours jugées aussi durement. Bon, donc oui, c'est un petit peu surprenant de ce point de vue-là. Maintenant, de toute façon, François Fillon, d'ores et déjà à l'époque, avait, semble-t-il, fait l'objet
Oui, disons-le, d'une forme de manipulation politique quand même. Je ne dis pas que les propos qui lui sont reprochés, les actes qui lui sont reprochés ne sont pas condamnables, mais on voit bien qu'il y avait quand même eu une utilisation outrancière, une rapidité, une célérité de la justice en l'état qui était quand même utilisée à des fins politiques. C'est absolument manifeste. Dernière question, Marion Maréchal. Éric Zemmour disait souvent que cette élection présidentielle était la dernière chance pour la France. Est-ce que vous le pensez encore? Je vous la pose différemment cette question. Est-ce que selon vous, ce nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron peut marquer la fin de la France, son effondrement terminal? Non, je ne crois pas, parce que c'est vrai que je comprends que Éric Zemmour ait voulu marquer cette urgence à laquelle je partage. Vous dénoncez parfois le caractère excessif justement d'opposition. Est-ce que là... Non, mais là où il a raison, c'est que nous vivons une course contre la montre démographique. Ça, c'est vrai. Et lui a imposé ce terme du grand remplacement. Et je crois qu'il a eu raison de le faire. C'est vrai qu'indéniablement, il est probable et possible, si nous ne faisons rien, si nous continuons sur la pente actuelle, que le peuple historique français devienne demain minoritaire sur son propre sol et que l'islam devienne majoritaire en France et que cela aura des conséquences sociales majeures et que dans ces conditions, la France, si elle porte le même nom, indéniablement ne serait plus la même personne. Donc cette urgence civilisationnelle-là que beaucoup de Français ressentent en réalité, il a tenté de la mettre sur la table et je pense qu'il a eu raison de le faire. Et donc évidemment, dans cet appel à l'urgence, chaque mandat perdu est un mandat qui entraînera, qui compliquera le redressement du pays. Donc voilà, après je ne crois pas que c'était le dernier mandat ou rien. Et puis j'essaye de raison garder là-dessus, puisque c'est vrai que moi-même, avant étant dans une famille très politique, j'avais tendance à entendre aussi cette petite musique depuis quasiment ma naissance. Mais ce qui est vrai, c'est que la situation se dégrade d'année en année et que le pire étant que nous nous y habituons. C'est ça qui est terrible. Ce fait divers de ce père qui se fait égorger à la sortie de l'école, il y a 10 ans ou 15 ans de cela, ça aurait fait la une pendant une semaine, tellement les esprits auraient été traumatisés. Aujourd'hui, on s'y habitue. Tous les 2 jours dans ce pays, il y a des policiers ou des gendarmes qui se prennent des kalachnikovs sur la tête, qui se font tirer à coups de kalachnikov, qui se prennent des cocktails molotov sur la tête, des commissariats qui sont attaqués. C'est devenu la routine. C'est devenu habituel. À peine a-t-on une brève dans le journal de 20 heures. À la limite, les médias locaux en parlent, mais pour faire 4 lignes. Alors qu'il y a 20 ans de cela, ça aurait été inimaginable d'avoir des émeutes de ce type-là. Donc c'est vrai que le pire et le plus insidieux étant cela, en fait, de s'habituer à cette espèce d'ensauvagement de la société, de dégradation du civisme, de décomposition finalement à travers le communautarisme islamique qui s'exprime et dont on a le sentiment qu'ils font de moins en moins réagir. Un peu comme les attentats terroristes, si vous voulez. Le premier a saisi d'effroi tout le monde et à juste titre. Bon, finalement, entre-temps, les journées d'indignation sont de plus en plus courtes et les émotions de plus en plus courtes. Et ça, c'est vrai que c'est terrible. Et donc l'enjeu, ça va être surtout de faire en sorte que les Français ne s'y habituent jamais, bien au contraire. Marion Maréchal, donc c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Juste un mot encore, on a eu beaucoup de messages avant votre venue dans cette émission. Cette fois, donc c'est un retour pour de bon en politique. Semble-t-il, oui. Ce sera le mot de la fin. Eh bien, merci en tout cas pour cette mise au point qui aura le mérite d'être claire. Merci donc beaucoup Marion Maréchal d'avoir accepté d'être notre invitée dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Merci à vous d'être comme chaque semaine toujours plus nombreux à nous suivre. Et puis je profite de cette émission pour remercier notre nouveau partenaire Terre de France qui nous suit désormais. Merci à lui. Merci encore à vous tous et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Et comme je ne cesse de le répéter chaque semaine, surtout restez incorrectibles. Bonne fin de soirée. Retrouvez les Incorrectibles avec terredefrance.fr, la nouvelle marque solidaire et patriote.